bienvenue dans le 56cast 22e du nom. Au programme cette semaine, on va parler de la NASA, des étoiles, de Hubble, de fusées qui vont dans l'espace, tout ça c'est génial, et et de libre aussi, parce que c'est un peu le sujet. Et on va parler un peu de snobisme typographique, en excluant d'emblée cette vilaine police qui s'appelle Comic Sans. Et puis on parlera de photos de tolards qui ont lieu en Australie dans les années 20 avec Alexis Kaufmann. Bonjour. De Romain Lubric et de Framasoft pour la chronique Domaine Public, comme tous les mois. C'est formidable, c'est un vrai plaisir à chaque fois. Plaisir partagé. N'est-ce pas ? Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour. Et de quoi on va pas parler par ailleurs ? On va pas parler de ce truc formidable qui est arrivé en Allemagne où en fait une combinaison de touches bien précises permettait de remporter le gros lot sur les machines à sous à tous les coups. Et un groupe de hackers qui a donc découvert la faille a exploité le bug. En une seule nuit, ils se sont répartis les 100 000 machines de la marque en question et ils ont fait la razzia dans tout le pays en même temps. Ils ont rapporté 10 millions d'euros. Moi j'aimerais bien savoir, à la limite, qu'est-ce qui est passé dans la tête du mec qui a mis en place cette combinaison de touches chez le constructeur de machines à sous. Ah oui, il faudrait quand même qu'on ait une combinaison de touches pour gagner à chaque fois. Je sais pas si ça a été fait comme ça, parce que ça serait particulièrement crétin. Mais en tout cas, apparemment, il y a de plus en plus de machines à sous qui tournent avec un logiciel et plus de manière mécanique. Et donc ça fait ça. Quand Windows 8 est sorti, personne n'y a rien compris, alors Microsoft a travaillé à une mise à jour. Windows Update 8.1, sorti il y a quelques jours pour faire revenir le menu démarrer. Bah oui, parce que s'il y a Windows sans menu démarrer, ça va pas, entre autres. Mais personne n'a réussi à l'installer, il y avait des bugs. Alors Microsoft a publié un correctif, mais ça ne marche toujours pas. Alors Microsoft annonce travailler sur un deuxième correctif. En attendant... Winner. Pardon. Bon, sinon, à partir de maintenant, les vidéos, textes et infographies de gouvernement.fr sont sous licence libre et Creative Commons by 3.0. On a le droit de dire « il était temps ». Ouais, on a le droit. C'est toujours pas du domaine public, mais on peut avoir Manuel Valls en licence libre. Ouh. Pardon. Ça vend du rêve. Dans la famille, j'ai lu cette news sur mes flux RSS, mais je n'y comprends rien. Voici. Alors, je lis cette news sur le papier qui parle d'une news sur le flux RSS, je n'y comprends rien. Virtual Machine Converter est enfin en version 2.0, version 2. Sa fonction, convertir des machines virtuelles VMware pour les rendre compatibles avec les Hyper-V, mais aussi Azure. Voilà. Je suis sûr qu'il y a... Je me suis dit que s'il y avait une personne que ça intéressait puis qui s'est dit « Oh, chouette, je suis content d'apprendre ça », bah ça serait super. Mais il y en a, je suis sûr qu'il y en a. En tout cas, nous on n'a pas compris. Si vous avez compris cette news, n'hésitez pas à nous en faire part. Oui, ça nous ferait plaisir. Non mais sérieusement. Sinon, selon le Financial Times, Facebook souhaiterait permettre à ses utilisateurs de stocker de l'argent virtuel sur ses serveurs, mais aussi de réaliser des transferts d'argent et puis des paiements, enfin bref. Et on revient... Si vous voulez avoir le numéro des cartes bleues, il serait content. Et on en revient au modèle économique ultime de Facebook, c'est quand même un modèle banquier. Hein, parce qu'une fois que tu as... avec Nicolas Collin, entre autres, du rapport Collin et Collin, qui effectivement nous avait fait part de ça, le modèle des réseaux sociaux et des données personnelles, c'est quand même vendre des services bancaires et de l'assurance. L'assurance quand t'as toutes les données personnelles des gens, c'est pas formidable de pouvoir faire des contrats d'assurance à ce moment-là. Ah, ça fait rêver aussi. Hein. 25% des propriétaires de téléphones portables reconnaissent avoir envoyé un texto à leur partenaire alors qu'ils étaient dans le même appartement tous les deux. Ouais, mais s'ils n'étaient pas dans la même pièce. Ah ouais, donc tu fais partie des 25%. C'est ça, c'est ça, Camille, il faut qu'on en parle. Mais des fois, pour envoyer un lien, comment tu fais ? Non mais, je veux dire, chacun est sur son ordinateur ou son téléphone portable. Mais si, et il faut qu'on consulte la même page. Donc à défaut d'avoir une fonction envoyée par les ondes et la page s'affiche automatiquement sur ton appareil, t'envoies le lien. Ouais. Moi, je suis sûr que les textos, c'est... tu pourrais ramener du coca ? Non. Mais non. Déjà, c'est quand même plus pratique de se parler. C'est vrai. Alors que les liens, tu peux pas les parler. Bref, 25% quand même. Ouais, j'en fais partie, voilà. L'actu. Donc rien que pendant l'affichage de l'actualité, Alexis ici présent nous a dit qu'il avait compris la news, donc c'est... Sur les machines virtuelles. On est machines virtuelles. Et qu'il n'a rien osé dire pour pas nous foutre la honte. Il manque de temps pour entrer dans le détail, évidemment. Merci de pas nous avoir foutu la honte pendant le coup. Bref, l'actualité c'est la NASA. L'actualité, c'est la NASA qui a annoncé le 4 avril qu'ils vont balancer
plus ou moins publiquement le code source de 1000 de leurs logiciels, parce qu'en fait, ils ont tout un tas de logiciels développés maison et dont on ne soupçonne même pas l'existence. Et alors, ça fait partie du grand mouvement Open Data que l'administration Obama essaye de mettre en place. Et apparemment, ça fait plusieurs années qu'ils les poussent à sortir le code de leur logiciel. Parce qu'en fait, tout ce que produit la NASA, comme tout ce que produit toutes les administrations publiques américaines, est normalement sous licence, dans le domaine public. Donc, les photos, les textes, les vidéos. Et c'est vachement pratique. Mais les logiciels, c'est un peu plus flou parce que ça peut s'utiliser peut-être à des fins louches et qui iraient à l'encontre de la sécurité nationale. Donc, ils ne les donnent pas trop, mais on leur a quand même demandé, dans la mesure du possible, de les relâcher un petit peu. Donc, ça fait des mois qu'ils y bossent et là, ils ont sorti un catalogue. Il y a la défense aussi américaine qui a fait ça, la DARPA, en février. Et là, la NASA donc, a sorti un catalogue de 1000 logiciels à télécharger sur technologie.nasa.gov. C'est organisé en 15 parties selon ce à quoi sert le logiciel. Donc on peut gérer des serveurs de données, ça c'est pas intéressant. Gérer la propulsion par des moteurs de fusée, ça c'est plutôt intéressant. C'est génial ça. Des trucs de navigation aéronautique, localisation GPS, santé, genre monitoring du cœur des astronautes, environnement, climat, tempête, enfin tout ça quoi. Et pour chaque logiciel, il est précisé en fait à qui le code est ouvert selon le degré de sensibilité des informations qu'il y a dedans. Donc ça va du grand public, s'il n'y a aucun risque, à la population, juste la population américaine, même si je vois pas ce que ça change, à le gouvernement seul. D'accord. Donc en fait, il faut, par exemple, on a un simulateur de contrôle de trafic aérien qui est réservé aux résidents américains et sous certaines conditions les étrangers. Donc il faut envoyer un mail à la NASA en leur expliquant pourquoi on a besoin de ce logiciel, qu'est-ce qu'on compte en faire, et s'ils estiment que c'est honnête, eh ben ils t'envoient le logiciel. Gratuitement et tout, puis après t'en fais ce que tu veux. Enfin non, tu fais ce que t'as dit dans le mail. Sinon, ils sont pas contents du tout. Mais c'est open source, donc tu peux regarder comment c'est développé. Non, c'est juste la liste. Oui, s'il te l'envoie, je crois qu'il te l'envoie en entier, tu as accès à tout et tu peux le modifier si tu veux. Non, le but, c'est justement que tu puisses le modifier. Attends, je donne encore 2-3 exemples. Ils ont StormGen. StormGen, c'est donc un générateur de storm, de tempête. Ça, c'est juste pour les résidents américains. Je suis un peu déçue. Ils ont un logiciel qui s'appelle 42. C'est pas génial. Et 42, c'est le simulateur de trajectoire pour les engins spatiaux dans le système solaire. On peut envoyer plein de satellites autour de plein de planètes différentes. Genre, si on veut envoyer un satellite sur Mars et calculer la trajectoire pour que Mars soit super proche de la Terre, c'est-à-dire maintenant, et qu'il fallait l'envoyer il y a 10 ans. J'ai compris, ouais. Sauf que ça, c'est juste pour le gouvernement, donc c'est pas pour toi. On a un logiciel. Voilà, on a un logiciel qui donne la position et l'orientation d'un vaisseau à partir de l'observation des étoiles environnantes. C'est juste pour le gouvernement. On a un logiciel qui permet de reconnaître les roches. On a un logiciel qui permet de planifier les tâches d'un satellite d'observation de la Terre. Et celui-là, il est carrément open source pour tout le monde. Et en fait, pourquoi? Donc, une fois qu'ils nous l'ont donné, eux, ils veulent, comme ils disent, ramener sur Terre les bénéfices de l'exploration spatiale. C'est-à-dire qu'eux, ils disent que les logiciels, ça représente 1/3 de tout ce qu'ils inventent chaque année, et qu'à un moment, il faut que ça profite à d'autres gens qu'à eux seuls, et que des entreprises peuvent, en détournant le code source ou en le transposant, en l'adaptant à d'autres domaines, ils peuvent innover, ils peuvent entreprendre. Et ils donnent quelques exemples. En 2005, le logiciel de cartographie des étoiles du télescope Hubble a servi par exemple à des biologistes marins qui s'en servent pour tracer les requins-baleines dans l'eau et savoir où ils se situent pour les protéger. Et pareil avec les ours polaires en Arctique. Le lien entre Hubble et requins-baleines et ours polaires. C'est ça. C'est la technologie de cartographie en fait qui leur sert. Ou alors, par exemple, le logiciel qui permet de planifier les différentes tâches que Hubble a à accomplir au cours de la journée. Ça a servi à des hôpitaux pour faire du planning de je sais pas quoi dans les hôpitaux, ou à des sites de rencontres pour planifier les rendez-vous. Si. Genre Mythique ou OkCupid, si on parle aux États-Unis, c'est servi de la NASA pour... Eh ben, il paraît. Il paraît même qu'il y en a qui s'en sont servis pour faire des roller coasters, mais j'ai pas le détail. Je vais chercher. Ça met beaucoup de mots-clés dans un seul truc. C'est intéressant pour le domaine public, un truc comme la NASA qui balance ces trucs. Même si là, c'est pas clairement, tout n'est pas clairement dans le domaine public. C'est une humble démarche. Ils faisaient déjà ça pour les internautes sont habitués à voir les images parce qu'elles se retrouvent sur Wikipédia en haute définition. Donc non, c'est... Même les dessins d'artistes qui sont trop beaux, de collision entre des planètes et tout. Non, mais franchement, c'est très cool. Après, le fait d'avoir un logiciel qui permet d'envoyer des satellites dans l'espace à la rencontre d'une planète en fonction de... C'est super cool, mais je sais pas trop ce que j'en ferais. Mais j'y réfléchir. En plus, ça met la pression sur le CEA, notre
agence atomique nucléaire, là, qui est un petit peu moins open. C'est vrai. Mais on a vu, ça commence, hein, le gouvernement peut commencer à mettre dans le domaine public. Et il faut mettre des choses dans le domaine public. On va continuer à en reparler. D'ailleurs, surtout si c'est financé avec les deniers publics. Exactement. Mais normalement, il y a une logique quand même. Et bon, on va passer au quartier libre. Et avant ça, comme c'est la tradition, la virgule what the fuck. Chaque fois je jouais au flipper, mais à chaque fois que tu joues au flipper, à un moment tu te mets à rêver de cette situation-là, tu sais. T'as plus rien à faire et le score augmente. Oh, mais ça m'est jamais arrivé. Voilà, alors elle dit qu'elle n'a pas réussi à battre le score quand même et ça fait 638 000 vues. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. À défaut d'avoir pété le score, elle a pété le score de YouTube. Non mais t'as jamais rêvé d'avoir... Non, bon, c'est moi, c'est pas grave. Quartier libre. Rebonjour Alexis, rebonjour, ça fait plaisir de t'avoir, comme une fois par mois, pour parler de domaine public. Et l'actu du mois, c'est quoi? L'actu du mois, c'est Le Petit Prince, que j'ai intitulé Le Petit Grince. Pas mal. Caustique. Pas mal, caustique. Alors pourquoi il grince? Parce qu'il a mal à son domaine public. Alors d'abord, Le Petit Prince, c'est le deuxième livre le plus vendu au monde derrière La Bible. Bravo. Vous n'êtes pas des gauchistes athéistes comme je pouvais le faire. Si, mais ça nous empêche pas. Donc 300 000 exemplaires vendus par an, un chiffre d'affaires, enfin 3 millions d'euros que ça rapporte aux ayants droit. Notre petite digression, les ayants droit, qui c'est? Parce que c'est la guerre entre les ayants droit. D'un côté, les petits-neveux, parce que Saint-Exupéry n'a pas fait d'enfants. Ouais. Donc les petits-neveux de sa sœur qui est la seule à avoir fait des enfants. Et puis de l'autre côté, le secrétaire de la veuve de Saint-Exupéry. Donc c'est intéressant parce que les ayants droit, déjà, c'est discutable quand c'est les arrière-petits-fils, mais alors là, c'est d'un côté le secrétaire et de l'autre le petit-neveu. Ouais. J'osais pas le dire. Et une dernière chose que je voulais dire, donc c'est la guerre entre les deux. Et puis, quand est-ce que Saint-Exupéry va entrer dans le domaine public? Là aussi, c'est assez complexe. En France, ça va être en 2032. Pas avant? Non, pas avant. Parce qu'on pourrait penser 70 ans, c'est en 2015. Mais il s'est écrasé en mer, le malheureux, en 44. Ah, les victimes de la guerre, plus 17 ans, voilà, plus 30 ans mort pour la France, plus prorogation de guerre, parce qu'on n'a pas pu commercialiser pendant la guerre, donc on rajoute, etc. Donc ça donne 2032 pour la France. Heureusement. Il y a d'autres pays qui, eux, ces exceptions, ils en ont cure. Donc pas de mort pour la France, pas de prorogation de guerre, donc ce sera de 70 ans classiquement, par exemple pour la Belgique, francophone, pour la Suisse, francophone, le 1er janvier 2015. Et puis au Canada, ça l'était déjà, parce que eux, c'est 50 ans après la mort de l'auteur. Donc depuis 1995, Le Petit Prince est dans le domaine public au Canada, donc il y a des sites qui proposent l'intégralité. Donc tout ça pour illustrer un peu, entre guillemets, le bordel ambiant autour du Petit Prince dans le domaine public. Et comme si ça suffisait pas, Kalima, qui est le site actualité, ont signalé il n'y a pas longtemps que le représentant là, des petits-neveux voulait jouer sur le droit des marques pour fragiliser et neutraliser le domaine public. Parce que les personnages du Petit Prince, non seulement le Petit Prince, mais la rose, le renard, la planète au baobab, je ne sais pas si vous vous souvenez, et ben tout ça c'est déposé comme marque, vous savez, le petit TM, trademark, et autant le domaine public c'est 70 ans après la mort, c'est long, mais une fois qu'on y est, autant le droit des marques c'est que 10 ans, mais c'est renouvelable ad vitam, ad vitam, ad vitam. Ce qui fait que le personnage, c'est une marque de commerce, et si on veut l'utiliser, même une fois que l'œuvre est entrée dans le domaine public, eh ben, on peut s'opposer, ils peuvent jouer avec ça. Donc nous, on condamne cet état de fait. Mais ça ne devrait pas être possible de transformer des œuvres en marque pour c'est pas l'œuvre, ce sont les personnages. Alors du coup, l'œuvre, elle va entrer, mais par contre, dès qu'on voudra réutiliser le Petit Prince quelque part à gauche à droite, il faudra demander autorisation. Ce que je veux dire, c'est que la marque Petit Prince TM est liée par exemple au dessin, non? Ou c'est juste Petit Prince? C'est aussi lié au dessin, oui. Mais le dessin, lui, il est dans le domaine public. Par exemple, on ne pourra pas faire de figurine du Petit Prince, ça sera pour les ayants droit. Mais alors on ne pourra pas faire une suite aussi, parce que la suite, c'est pas l'œuvre. La suite du Petit Prince, on ne pourra pas le faire parce qu'on va utiliser les personnages du Petit Prince, et donc il faudra également demander autorisation. Ça se fait devant un tribunal, ça. Il y a un flou juridique. C'est du contournement de domaine public, quand même. Ouais. Copie fraude. On n'est pas loin du copie-fraude, comme c'est pas loin avec Calimac dans l'article en question dont on donnera le lien. Ah ouais. Quant à nous, Romain Lubric, on ira le 1er janvier 2015 à Bruxelles pour fêter l'entrée du Petit Prince dans le domaine public belge.
Je viens. Yes. Hein, on se donne rendez-vous. Allez, on en reparle. On en reparlera de toute façon. Et l'œuvre du mois, donc L'œuvre du mois, on va parler photographie. Ah. Et pas n'importe quelle photographie, parce qu'il y a photographie nue, artistique, portrait, machin, tout ce que vous voulez. Et là, c'est la photographie où le photographe fait ça un peu mécaniquement, parce que c'est son job, et le photographe n'a aucune envie d'être là. C'est la photographie d'identité judiciaire. C'est-à-dire celle que l'on prend juste après avoir arrêté des suspects. Et elle est tout à fait classique, c'est toujours une de profil, une de face, expression neutre, un peu comme ça, qui signifie... avec des lignes pour la taille de l'individu. Alors, on en connaît certaines célèbres parce qu'elles mettent en jeu des personnalités qui sont Justin Bieber. qui sont fait pincer par la... Voilà, Lindsay Lohan, elle s'est fait pincer une dizaine de fois, donc il y a un site qui montre toutes les photos de l'identité judiciaire de Lindsay Lohan, Justin Bieber, et puis, par exemple, Jimi Hendrix, qui s'est fait pincer à l'aéroport de Toronto en 69 avec de la drogue dans ses bagages, et il a dit, c'est pas moi, c'est un fan qui... Bon, oui. Ça vaut ce que ça vaut. Et puis, plus amusant, Bill Gates. Les gens ne le savent pas forcément, mais il s'est fait passer sur l'autoroute pour mauvaise conduite automobile. C'est vrai. Et on le voit sur la photo, il a pas du tout l'air inquiet, il sourit. Bon, c'est amusant quand même de savoir que même l'homme le plus riche du monde... Je m'en fous de votre photographie, j'ai l'homme le plus riche du monde. C'est fait passer par la patrouille. Donc, en tout cas, c'est des photos qui sont normées, balisées, qui n'ont pas un grand intérêt en soi, mais avec le fond numérique de la police de la Nouvelle-Galles du Sud. Nouvelle-Galles du Sud, c'est une province de l'Australie. Australie qui inclut notamment Sydney. J'avais pas mes notes, hein, de mémoire. Avec le fond photographique, la donne est différente. Et je voulais montrer une première vidéo d'abord pour illustrer un petit peu pour le fond qui a été numérisé. 2500 photos ont été numérisées dernièrement. On regarde ça. Par la police. On regarde ça tout de suite. Voilà, alors donc là on voit une archiviste justement qui manipule. Ce sont des plaques de verre. Alors évidemment, photo de la police, donc des accidents. Ici, c'est un tramway qui percute un camion. Des scènes de crime, assez dramatiques. Un couple. Voilà, l'image parle d'elle-même. Ici, il n'y a plus que la tache de sang, mais on peut tout imaginer. C'est glauque aujourd'hui. Et puis cette chaise renversée qui a d'apparence... Bon, mais si on sait que c'est un suicide, évidemment, une intensité dramatique. Et donc tout ça tombe dans le domaine public Absolument, parce que nous sommes, j'avais oublié de le dire, nous sommes dans les années 20. D'accord. Voilà. Et le plus intéressant dans ce sont justement les photos d'identité judiciaire qui sont tout à fait différentes de ce que j'ai dit tout à l'heure face profil. Là, il y a en groupe, assis, debout, on regarde pas forcément l'écran, il y a une mise en scène. Les accusés, les inculpés sont pas forcément tous avec une expression de peur. Il y en a qui sont plutôt décontractés, il y en a qui défient la caméra, il y en a qui regardent pas la caméra. Et petit échantillon. Ici, ce sont des braqueurs de banque qui ont l'air tout à fait décontractés. Celui-là, je trouve qu'il ressemble à Hannibal Lecter, à Anthony Hopkins dans Les Seigneurs des Anneaux. Oui. Alors ça, c'est un vrai méchant, un multirécidiviste, mais qui défie la caméra. Lui, c'est jeu clandestin. C'est assez classe quand même. Là, il y a une petite mention parce qu'il y a des petites écritures sur la diapo. N'a pas voulu regarder la caméra, a fermé les yeux. Un cambrioleur notoire. Je sais pas, mais celui de droite a une balafre et celui de gauche a une tronche. Je veux dire, j'ai pas envie de les croiser dans les rues. Un petit jeune de 18 ans, vol de chaussures et de vêtements. Oui, parce qu'il y a le grand banditisme côtoie aussi la petite délinquance. Ici, on n'a absolument pas l'impression qu'on est dans un commissariat. On a l'impression que c'est des photos d'art quasiment. Et là, pareil, dans le jardin du commissariat. Lui, c'est un voleur de voiture. D'accord. Voilà. Donc vous avez remarqué, il n'y avait que des hommes. Et moi, je trouve encore plus fascinant encore les femmes. Ici, alors elles sont pas coupables, elles ont juste été ramassées dans le panier à salade parce que on avait arrêté leurs hommes. Elle a poussé une femme à un avortement parce que les avortements étaient totalement illégaux à l'époque. Voleuse de bijoux, en possession de cocaïne. Et c'est un témoignage d'époque. Infanticide déclaré non coupable pour démence. On le sent un petit peu à ses yeux. Usurpation d'identité. Et en fait, c'est lié aussi à leur casier, en fait. Elle avait 2 maris. Ouais. Prostituée, si jeune. Et donc, en fait, chaque photo est liée au dossier. C'est génial. Crime passionnel. Oh là là. Et voici son mari, en mauvais état. Sympa, bon appétit. Elle, je sais plus ce qu'elle a fait. Émission de chèque en bois, donc c'est pas méchant. Et puis elle prend des travaux, mais elle prend quand même 12 mois de travaux forcés. Elle a 34 ans. Parce qu'à l'époque aussi, on était extrêmement marqués par l'âge.
surnommée la femme la plus diabolique de Sydney par la police, trafiquante de cocaïne, et sa fille, qui l'était également. Tu fais des... Et ça, c'est une femme qui se déguisait en homme, et elle s'est mariée 2 fois en tuant ces femmes. Elle, kleptomane, elle a toujours clamé son innocence. Parce qu'il y en a qui osaient quand même pas regarder la caméra. Donc tu l'as dit, c'est dans le domaine public, parce que nous sommes dans les années 20, et la police de Sydney les a numérisés en haute définition et les a placés dans le domaine public. Du coup, on peut les réutiliser, les remixer. Petit exemple, avec une colorisation. Lui, il a une tronche de malfrat, mais il n'a pas fait grand-chose de terrible. Je crois qu'il a juste volé. Se faisait passer pour un faux businessman. Lui, je ne sais pas ce qu'il a fait, parce que parfois il n'y a aucune mention, mais il a une tête de mi-ange mi-démon. Et puis alors là, regardez, là, il se met en scène, on a l'impression, parce que je trouve que ces photos, d'un côté, elles sont proches de nous, il y a de l'inhumanité, etc. Et puis de l'autre, ça fait penser aux films hollywoodiens, les mythes, le film noir, etc. Donc voilà. C'est une époque des années 20, oui. C'est du domaine public, vous pouvez les réutiliser. Nous, par exemple, on compte en faire un diaporama et on va le mettre en musique avec Véronique. Bah oui, bien sûr. On va les imprimer, on va faire une expo dans un bar. Pourquoi pas un atelier d'écriture, parce que ces personnages sont tellement forts qu'on a envie d'imaginer leur histoire. Surtout qu'on a très très peu d'éléments d'information. Voilà. Ah bah c'est vraiment super. Vraiment super. Donc il y a un article sur Romaine Lubric. Voilà, on trouvera les liens sur chaque photo sur Romaine Lubric et sur le site des écrans, évidemment. Évidemment. Bah merci Alexis. Et puis c'est l'heure d'un peu de snobisme typographique avec le potager du web. On ne l'aime pas, voire on la déteste, voire on ne la supporte pas, on supporte même pas sa vue sur un menu. Si on voit ça sur un menu, tu l'as dit tout à l'heure avant l'émission, on sort du restaurant illico, comique sans MS. Ouais, comique parce que ça vient des polices de comics, des bandes dessinées avec Batman dedans, sans parce qu'elle n'a pas de sérif, ces petits empattements qu'il y a au bout des traits sur les lettres, et MS parce qu'elle a été faite pour Microsoft. Voilà, vous savez pourquoi ça s'appelle Comics sans MS, la police la plus célèbre au monde, qu'on adore ou qu'on déteste. Et en général, quand on l'adore, c'est parce que les autres la détestent, c'est pour faire ça intéressant. Elle a été créée par Vincent Connaré, ou je sais pas trop comment ça se prononce, en 1995. Et en fait, il était employé chez Microsoft, et Microsoft venait de sortir un logiciel qui s'appelait Bob. Bob, c'était fait pour les gros noobs en informatique, parce qu'en 95, il y en avait quand même vachement plus que maintenant, qui risquaient d'être déstabilisés par un bureau d'ordinateur standard avec des icônes, un menu en bas, enfin une barre avec un menu démarré et tout ça. Au cas où ils comprenaient rien, on leur proposait une interface plus sympa qui ressemble à une maison. Donc on avait un bureau avec des lettres, des mails et puis une horloge au mur, et ça permettait, quand tu cliques sur l'horloge, tu as l'heure de l'ordinateur. Quand tu cliques sur le courrier qu'il y a sur le bureau, tu peux envoyer des mails. Donc comme ça, on faisait mieux comprendre aux gens. Et dans cette interface super conviviale, il y avait un gros problème. Alors on va regarder. Vous allez reconnaître tout de suite le gros problème. En tout cas, Vincent Connaré, lui, ça lui a sauté aux yeux. Allez, beau logo. Superbe. Voilà, le petit chien qui nous dit « Bonjour, bienvenue, qu'est-ce que tu veux faire ?» Il a une police super chiante, il parle en Times New Roman, qui est une police avec sérif, donc, qui est faite pour écrire des livres. C'est ça le bureau Bob ? Ouais, enfin ça c'est le grenier, il y a aussi un bureau, il y a aussi un salon avec une cheminée. C'était vraiment pas beau. D'accord. Et donc, c'était une police de livres... Non, stop. Pas du tout adapté... à ce logiciel convivial, et donc Vincent Connaré a dit « Mais ça va pas, pourquoi vous avez mis du Times New Roman là ? Mais on n'a rien d'autre sous la main. » Bah attendez, je vais vous le faire moi. Et donc il a fait une police inspirée de Batman, qu'il a appelée Comics sans, et qui, par la suite, a rapidement intégré la liste des polices par défaut de Windows. Et c'est pour ça qu'elle a été si connue après. C'est que tout le monde l'avait sur son ordinateur, donc tout le monde l'a utilisée, et notamment ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, parce que ceux qui connaissent disent « Ah, qu'il faut faire une campagne pour bannir le Comics sans, il faut l'interdire, il faut une loi ». Donc on voit le logo notamment de la campagne « Bannissez Comics sans ». Et alors après, en réaction à ça, t'as d'autres internautes plus branchés encore qui défendent le Comics sans face à ceux qui le détestent. Par exemple, il y a 2 graphistes français qui sont regroupés sous le nom des Jeunes Loups, qui ont fait le projet Comics sans pour donc rendre à cette typographie la crédibilité qu'elle mérite en retravaillant les logos de marques mondialement connues. Aïe. Aïe.
Ah, quoi que Tumblr, c'est pas si différent. Moi, j'aime bien Chanel. Hein. Ouais, ça fait mal. Voilà, ouais, bon, en tout cas, pour ou contre, c'est devenu un symbole de la culture Internet. Tout le monde se doit d'avoir un avis sur Comic Sans. Et même le CERN à Genève, donc l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, s'est mêlé de cette histoire. Et c'était leur poisson d'avril 2014. Ils ont annoncé très solennellement que désormais, tous leurs sites seraient affichés en Comic Sans pour que le message passe mieux. Ils ont même fait une petite vidéo pour l'annoncer. It's a pleasure for me to announce that finally, as of today, CERN web pages will be written in Comic Sans. Voilà, elle dit ça sans rigoler. Mais ceci dit, il y a eu des études, par exemple sur la dyslexie, qui montraient que le Comic Sans était une des polices qui permettait aux gens dyslexiques de lire le plus facilement. Donc voilà, il y a aussi ça. Elle a son utilité peut-être sur d'autres versions. Absolument. Et donc le lundi 7 avril, un certain Craig Rosinski, donc je crois qu'il est australien habitant au Japon, mais je l'ai pas noté donc à vérifier, qui a fait parler de lui en lançant une version 2.0 du Comic Sans qui s'appelle Comic Neue. Donc il dit que c'est un projet perso sur lequel il bosse depuis 3 ans et qu'il aimerait sauver le Comic Sans et la rendre un petit peu moins ringarde en gardant à la fois son côté comique, bande dessinée, mais en lui donnant des angles un peu plus modernes et un peu plus 2014 pour que les gens puissent l'utiliser sans honte et dire ouais, j'utilise du comique, mais du comique classe. Et il aimerait bien que ça devienne la nouvelle police préférée de tout le monde. Et il l'a mise sous une licence CC0, donc dans le domaine public. C'est ça aussi qui est un élément intéressant, c'est qu'on... Parce qu'il a vraiment envie que ça se diffuse le plus possible. De Microsoft. Non, je pense pas que ça va marcher, mais en tout cas, la démarche de l'offrir comme ça dans le domaine public sur donc comicneue.com, elle est vachement bien. Après, l'accueil critique a vraiment été mauvais. Vincent Conaré a dit qu'il déteste, donc c'est un compliment. Oui. Mais les typographes n'ont pas tari d'éloges sur le travail typographique. C'est pas une police qui a été reconnue d'utilité publique non plus par le milieu des typographes. La nouvelle ou ouais, la nouvelle. Ouais, non. C'est pas, voilà, il n'y a pas eu un accueil. Non, ils disent, bah ouais, c'est vrai, c'est moins pire. C'est moins pire. Voilà. Mais on pouvait la télécharger, c'est dans le domaine public, vous pouvez l'essayer. Et si par hasard les gens dans votre entourage qui utilisent Comic Sans MS, bah, vous pouvez leur filer celle-là, ce sera un peu moins pire voilà, quand même. Si on avait eu le temps, ce qui n'est pas le cas, on aurait parlé de quoi? On aurait parlé du CSA. Ah oui. Parce qu'il y a donc la ministre de la Culture qui prépare un grand projet de loi création, où notamment ils ont envie de refiler... Elle prépare. Ouh là là, elle peaufine. Là, on est sur le... Ça va être super bien préparé. Hein. C'est le 8e passage du correcteur orthographique, là. Donc, on est pour être bien sûr, parce que c'est wouhou. Voilà, il prévoyait notamment d'élargir les compétences du CSA, en leur donnant notamment quelques missions qui appartenaient à la DOPI. Et donc, le CSA, pendant ce temps, il s'excite comme des dingues. Et dans leur rapport annuel qu'ils ont publié la semaine dernière, ils ont des tas de propositions. Ils en ont 30. Et notamment, ils voudraient avoir pouvoir sur tous les services audiovisuels numériques. Donc c'est en fait tous les sites sur lesquels il y a des images, du son, des trucs qui se regardent et des trucs qui s'écoutent. Et aussi les magasins d'applications. Apple, Google et tout. Et en fait, ils devraient tous, donc, exactement comme la télé, montrer patte blanche en matière de protection de l'enfance, incitation à la haine, à la violence et tout ça. Et ils auraient ils seraient surveillés par le CSA et ils auraient un petit sticker, site conforme. En fait, le principal problème du CSA, c'est qu'ils savent faire que surveiller. Jusqu'à maintenant, c'est leur métier. Hein, ils surveillent la production audiovisuelle en France, les chaînes comme No Life, entre autres. Mais le truc, c'est c'est leur boulot. Ils savent faire que ça. Alors, si on leur donne Internet, la première chose qu'ils vont vouloir faire, c'est surveiller Internet. Et Internet a horreur d'être surveillé. Internet a horreur d'être surveillé. Et puis, c'est une très, très, très mauvaise idée de vouloir surveiller Internet. Il y en a qui sont demandeurs. Hein. La semaine dernière, il y a un député communiste qui faisait une question au gouvernement et qui demandait qu'est-ce que vous comptez faire, le gouvernement, il s'adressait à la ministre de la Justice, qu'est-ce que vous comptez faire contre Internet, cette zone de non-droit, sur laquelle on peut dire des choses anonymement et de manière violente. Et nous sommes en 2014, oui, et il y a des gens élus à l'Assemblée nationale qui posent encore ce genre de questions. C'est pas grave. La réponse, c'est pas une zone de non-droit, il y a des lois. Voilà. Et si des gens disent des choses violentes anonymement, bah, c'est la vie. Dans la rue aussi, hein. On se fait insulter des fois, on comprend pas pourquoi. Mais je pensais qu'on aurait arrêté. Il faudrait remettre l'internet bullshit encore. Ouais, de temps en temps. Hein. Et on finit, hein. C'est la tradition par des poils. Donc, cette semaine, des paresseux. Voilà.
Regarde. Voilà. C'est classe quand même. On n'en voit pas assez des paresseux. Oh. C'est donc un bébé paresseux. Ça fait plaisir. Eh ben, merci Alexis d'être venu nous parler de Tolar à Sydney dans les années 20. Franchement, hein, voilà, on a toujours des sujets comme ça un petit peu. À chaque fois, je trouve des sujets de derrière les fagots. C'est très très bien. Et puis bah nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life et sur libération.fr. Ciao. Salut.